Il est 8h12 sur Studio Kalita. L'heure de retrouver notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, qui nous fait le plaisir d'être dans notre studio. C'est le docteur Meir Masri. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre cette situation dans la bande de Gaza. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Un jour, on parle de cessez-le-feu, parfois de trêve, d'accords. Et puis finalement, on voit que l'autorité palestinienne a été mise de côté par l'Égypte et que cette fameuse réconciliation palestinienne qui à un certain moment semblait être inclue dans un accord possible entre Israël et le Hamas a été écartée. Et la question que je pose, c'est que les Israéliens souhaitent ne pas impliquer Mahmoud Abbas dans le règlement avec le Hamas dans la bande de Gaza. On peut peut-être le comprendre, il y a des affaires des relations stratégiques qui pourraient dire qu'on ne veut pas renforcer l'autorité palestinienne, mais que l'Égypte accepte assez facilement de ne pas impliquer l'autorité palestinienne dans un tel règlement, c'est un peu plus surprenant. Pourquoi l'Égypte, par exemple, n'insiste pas sur le fait que le prochain patron dans la bande de Gaza doit être l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas, qui menace aujourd'hui Alors, tout simplement parce que l'autorité palestinienne a perdu le pouvoir dans la bande de Gaza il y a environ, il y a un peu plus de 14 ans. Et par conséquent, l'Égypte... depuis 2007, on dit. Depuis 2007. Donc, il n'y a pas d'interlocuteur de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza pour les Égyptiens. Mais cela ne veut pas dire que l'Égypte chercherait à écarter l'autorité palestinienne de tout des pourparlers, que ce soit pour parvenir à un accord de cessez-le-feu avec Israël ou plus tard dans le cadre d'un règlement palestinien global. Moi, je pense que l'Égypte reste l'allié de l'autorité palestinienne et je vais vous dire pourquoi. Et tout simplement parce que, tout d'abord, l'Égypte ne reconnaît pas le pouvoir du Hamas à Gaza. Ils le reconnaissent, les Égyptiens, comme un fait accompli. Mais par exemple, les checkpoints ne sont pas liés au fameux accord dit des points de passage. Parce que justement, l'Égypte précise que l'autorité palestinienne est l'interlocuteur palestinien compétent pour occuper le poste à la frontière et non pas le Hamas. Et cela est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, l'Égypte continue à considérer, et c'est un point qui n'est pas anodin, le Hamas comme une organisation terroriste. Sauf que les Égyptiens font la distinction, comme les Turcs d'ailleurs et comme plusieurs acteurs régionaux, entre le bureau politique du Hamas avec lequel ils discutent et la branche armée qui est considérée comme une organisation terroriste. Si vous êtes en Égypte et que vous faites un don à la branche armée du Hamas, ou si vous avez des relations avec des terroristes du Hamas à Gaza, vous êtes arrêté sur le champ. Et par conséquent, je ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'à dire que l'Égypte a reconnu le pouvoir du Hamas à Gaza ou que l'Égypte alors pourquoi cherche à écarter l'autorité palestinienne. Pourquoi ces derniers jours, en fin de semaine, on a donc parlé d'un accord entre Israël et le Hamas qui n'inclurait pas du tout l'autorité palestinienne. Qui n'inclut pas l'autorité palestinienne parce que l'autorité palestinienne n'a rien à faire dans cet accord. C'est un accord c'est un accord entre une organisation terroriste, à savoir le... Je ne vais pas faire l'avocat de Mahmoud Abbas, mais Mahmoud Abbas dit que ça ne fait que renforcer finalement l'autorité palestinienne, le Hamas, au détriment de l'autorité palestinienne. Alors, quelle serait l'alternative ? Que l'Égypte dise « nous ne parlerons qu'avec l'autorité palestinienne », mais l'autorité palestinienne est incapable de contrôler la bande de Gaza. Elle n'a aucun représentant dans la bande de Gaza. Et par conséquent, c'est-à-dire on part en Égypte du principe que la réconciliation interpalestinienne est impossible. On s'est rendu à cette évidence. Mais ça c'est depuis longtemps. La réconciliation interpalestinienne est une appellation médiatique. Moi, j'ai toujours appelé la reddition du Hamas à la légalité. Il y aura un moment où le Hamas n'aura plus les ressources nécessaires pour pouvoir défier la légalité internationale et la légalité palestinienne également, et sera obligé d'une façon ou d'une autre d'entrer dans le giron palestinien légal. Alors que l'on appelle ça réconciliation interpalestinienne pour faire profil bas et pour ne pas provoquer les pro-Hamas, ou qu'on appelle ça reddition du Hamas, cela revient même. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais cela pourrait ressembler aux tractations qu'il y a eu par le passé entre Israël et le Hezbollah par l'intermédiaire de médiateurs occidentaux qui n'étaient pas forcément des partisans du Hezbollah, et en l'absence de pourparlers avec le gouvernement libanais légal. Je ne pense pas que cela devrait nous inquiéter plus que cela. Il ne s'agit pas d'un accord de paix ou d'un accord de
d'un règlement sécuritaire entre le Hamas et Israël avec la médiation de l'Égypte. Il s'agit uniquement d'un cessez-le-feu avec des revendications précises de part et d'autre, comme on l'a fait par le passé, que ce soit avec le Hamas ou avec le Hezbollah. Est-ce que c'est un aveu de la part de l'Égypte aussi de la faiblesse de l'autorité palestinienne, du fait que l'autorité palestinienne, vous me disiez, elle n'est pas présente dans la bande de Gaza et elle n'a aucune chance de s'y implanter dans les prochaines années, à votre avis ? Non, moi je pense qu'elle a des chances de s'y implanter dans les prochaines années. Il ne faut pas désespérer. Il y a des moyens. Il y avait un plan. On a d'ailleurs fait beaucoup de progrès dans ce sens-là en Israël en coordination avec les Égyptiens. Ce plan a été mis en quarantaine pour des raisons que l'on pourrait évoquer plus tard, notamment l'entrée en jeu des Iraniens qui se sont réconciliés avec le Hamas et qui ont continué de nouveau à lui injecter des dizaines de millions de dollars, ce qui d'ailleurs explique le revirement politique du Hamas, qui, il y a environ 3 mois, était sur le point de capituler ou de signer cette fameuse réconciliation interpalestinienne, qui n'en est pas une d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, quelque part, le Hamas a à nouveau une sorte de bouffée d'oxygène à travers des fonds iraniens. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans cet accord dont on a parlé, qui a été rendu, en tout cas dont les termes ont été rendus publics par une chaîne, par la chaîne Al-Maïdine du Hezbollah la semaine dernière, on parlait du rôle déterminant du Qatar. On a le sentiment que le Qatar revient sur le devant de la scène. Il s'est jamais tellement éloigné, mais il revient sur le devant de la scène. Et c'est lui qui devrait financer une forme et de restauration de la bande de Gaza et de paiement des salaires. Est-ce qu'il y a une volonté, et là affirmée de la part de l'Égypte et d'Israël ensemble, de freiner l'influence iranienne et de préférer, malgré tout, comme si on devait préférer la peste au choléra, le Qatar? Je ne pense pas du tout. L'Égypte considère le Qatar comme un État qui soutient le terrorisme. L'Égypte n'a plus de relations officielles avec le Qatar. Je rappelle que le Caire fait partie des 4 capitales arabes qui ont instauré un blocus contre le Qatar il y a 1 an et demi. Alors pourquoi le faire revenir un peu dans la bande de Gaza, on a l'impression? Il ne faut pas revenir, mais l'Égypte ne contrôle pas la bande de Gaza, je ne vous le cache pas. Et de même que les fonds iraniens qui parviennent à la bande de Gaza ne parviennent pas avec la bénédiction des Égyptiens. L'Égypte, d'ailleurs, n'a pas de relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran depuis 1979. Oui. Mais l'arrivée des fonds ne nécessite pas l'approbation de l'Égypte. Cela arrive par des intermédiaires bancaires et cela échappe totalement au contrôle des Égyptiens de la même façon qu'il échappe au contrôle des Israéliens. À propos, il n'y a pas moyen de contrôler ce genre de... C'est extrêmement difficile parce qu'il y a des mécanismes extrêmement complexes qui font que les fonds arrivent sur des comptes à disposition du Hamas à l'étranger. En général, ce sont pour des objectifs dits humanitaires. Et d'ailleurs, une partie est utilisée à ces fins-là, mais la plus grande partie des sommes sert des intérêts qui ne sont pas du tout humanitaires, comme nous le savons. Alors, est-ce que vous pensez que l'on s'achemine, parce que vraiment, chaque jour arrive avec son lot d'informations presque contradictoires, est-ce que vous pensez que l'on s'achemine vers une escalade de la violence, après par exemple vendredi, une journée qui était plutôt tendue le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, ou alors on va vers un accord, y compris vers une sorte d'accord de trêve, sur au moins une année de silence dans cette région? Quel est votre avis? Je ne pense pas qu'il y aura une escalade pour plusieurs raisons. D'abord, le contexte international et le contexte régional ne le permettent pas. Deuxièmement, on a des signaux de la part du Hamas qu'il n'y a pas de volonté de provoquer l'escalade. Le Hamas n'a pas les moyens de provoquer l'escalade. Il n'a pas le soutien qu'il avait par le passé. C'est vrai qu'il y a encore des fonds qui arrivent de part et d'autre, notamment d'Iran, comme nous l'avons évoqué. Mais cela ne suffit pas ne lui suffit pas de pouvoir faire face à une offensive israélienne d'envergure, ne serait-ce qu'aérienne. Et puis enfin, les communiqués du Hamas aussi sont un indicateur à prendre au sérieux. Plusieurs attaques et plusieurs agressions contre Israël n'ont pas été revendiquées par exemple par le Hamas. Et le Hamas a dit, je fais notamment référence à un missile Grad qui est tombé sur Beersheva il y a une dizaine de jours. Et le Hamas, dans une conférence de presse, avait dit, d'ailleurs conjointe avec le djihad islamique, avait dit « Nous ne sommes pas responsables, c'est une organisation salafiste
clandestine, ont-ils dit, qui est responsable de ça. Donc ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres du jeu dans la bande de Gaza. Ils veulent dire attention, si nous chutons, il y aura des éléments qui seront encore plus durs que nous et qui lanceront même des missiles jusqu'à Beersheva. Et donc vous avez intérêt en tout cas à parvenir à un accord avec nous. Nous avons des revendications. Alors eux, ils demandent qu'il y ait un allègement du blocus. Ils ont des revendications, disons, qui sont que l'on pourrait qualifier de raisonnables par rapport à ce qui était demandé par le passé. Et puis en contrepartie, eh bien, il y aurait peut-être, on aurait peut-être les corps de soldats. Alors, et l'arrivée à un cessez-le-feu. Donc vous pensez pas, pour résumer, vous pensez pas qu'on va vers une escalade de la violence, en tout cas pas au-delà de ce que l'on a déjà connu au cours des dernières semaines. Non, pas comme non. Alors, je voudrais qu'on change un petit peu de région, que l'on reste dans le Proche-Orient avec cette situation très tendue en Turquie après l'affaire autour de la libération du commère, dont j'ai oublié le nom, peut-être vous me rappellerez le nom, qui est détenu par le pasteur Andro. Andro, voilà, qui est détenu par la Turquie à la grande colère de Donald Trump, qui a décidé de geler, en tout cas d'imposer des comme il le fait à chaque fois qu'il n'est pas content, des taxes sur les produits en provenance de la Turquie. La situation économique en Turquie qui est, on va dire, catastrophique, avec une dévaluation de la monnaie turque de près de 40% en quelques jours, en quelques semaines. Comment expliquer, c'est-à-dire, je lisais un article qui disait qu'en fait c'était les pires alliés du monde, Donald Trump et Tayyip Erdogan, parce qu'ils sont les deux pays sont toujours alliés. Mais on peut parler d'une guerre ouverte entre les deux hommes. Vers où ça nous conduit, ça ? Guerre ouverte, là aussi je pense qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se laisser impressionner par les discours incendiaires d'Erdogan dont nous sommes habitués aujourd'hui. Il est au pouvoir depuis longtemps. Ouais. Ce n'est pas la première fois qu'il adopte ce type cette rhétorique. Nous avons aussi pensé qu'il aurait été au bord d'une guerre avec la Russie lorsque l'avion russe a été intercepté et a été touché par l'armée turque il y a quelques années également. Donc c'est une crise, à mon avis, passagère. Le pouvoir turc se sent menacé et il accuse les Américains d'héberger des éléments qui ont participé au coup d'État d'il y a 2 ans. Et pour faire pression, il y a une opération tout simplement d'enlèvement, parce que c'est le mot qu'il convient d'utiliser, puisque ce pasteur, en réalité, n'a rien à voir avec ce coup d'État. Il est accusé de complot en coopération avec des organisations terroristes. C'est pas un proche de la Goulen. Absolument pas. Il est accusé de faire du prosélytisme en Turquie, de convertir des Turcs au protestantisme. Vous savez, le prosélytisme en terre d'islam vise notamment les communautés chrétiennes. Ça veut dire les protestants vont convertir des orthodoxes ou des catholiques, des catholiques ou des orthodoxes, non pas des musulmans. C'est extrêmement rare. Et cela est considéré comme étant une tentative de vouloir changer la démographie turque, déstabiliser l'unité nationale de la Turquie, ce qui ferait le jeu des organisations terroristes. Et donc, il y a là complot en faveur d'organisations terroristes. Alors, donc, évidemment, c'est complètement... Donc, c'est une crise passagère, à votre avis ? C'est pas quelque chose qui peut durer ? C'est une crise passagère, mais qui devrait quand même susciter une réaction de la part des pays occidentaux, parce que ça s'inscrit dans le sillage du revirement turc. La Turquie, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une dictature, dans tout le sens du mot. Oui. Et il n'y a aucun respect des droits. J'ai pas l'impression, par exemple, que Emmanuel Macron est particulièrement ému par cette situation. On l'a vu parler, avoir une conversation téléphonique ces derniers jours avec Tayyip Erdogan, dans lequel il avait donné l'impression de vouloir soutenir la Turquie face à la crise économique. C'est-à-dire que quelle est la position des Européens à ce niveau-là ? Il n'y a pas de position européenne. L'Europe est extrêmement divisée sur ce sujet, mais la France fait partie de ces États qui coopèrent étroitement avec la Turquie on a l'impression qu'ils veulent profiter de la tension pour stopper l'immigration clandestine, notamment en provenance de la Syrie. Et ça, c'est la priorité, je pense, actuellement pour des pays comme la France aujourd'hui. Ouais. Mais il y a des pays d'Europe orientale ou d'Europe de l'Est qui sont beaucoup plus
proches des États-Unis et qui sont en faveur de mesures beaucoup plus draconiennes pour endiguer la politique turque et pour provoquer un changement d'attitude de la part d'Ankara. Donc, vous le dites, une crise passagère, mais en tout cas, Tayyip Erdogan continue à faire des siennes et il semble véritablement une sorte de pyromane presque international, puisque c'est pas seulement la région aussi qu'il essaye d'attiser, et même ici sur le mont du Temple et sa volonté de s'impliquer également dans ce qui se passe ici, mais même avec les États-Unis, ça semble. Jusqu'à où va-t-il aller? Et Erdogan a été élu, il ne faut pas l'oublier, avec 51% des voix, donc c'est une assez courte majorité. Ouais. Il est contesté au sein de son propre camp. Il a été abandonné par son ancien, par plusieurs de ses anciens premiers ministres, par Abdullah Gül, qui a été son principal allié, par Ahmed Davutoglu, qui a été Premier ministre également. Ah oui, il est désavoué par eux. Il est désavoué par eux. Et donc il cherche à souder son camp par ce type de déclarations ce sont des déclarations populistes, que ce soit contre Israël ou contre la politique américaine dans la région. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi une politique kurde américaine qui déplaît au pouvoir turc et qui est aussi exploitée dans ce sens-là. Mais je pense que tout ça ne devrait pas nous impressionner. La Turquie reste quand même un État membre d'un ensemble d'institutions pro-américaines dans lesquelles sont présents les États-Unis, notamment l'OTAN, où la Turquie a le deuxième effectif terrestre. Alors, venir dire, oui, on va conclure une transaction avec la Russie, on va acheter un système de défense S-400 dont on n'a pas vu la couleur, cela, à mon avis, ne devrait pas du tout être pris au sérieux. On ne peut pas envisager un revirement de cette nature tant que la Turquie reste liée dans sa doctrine de défense aux États-Unis, tant que la Turquie reste un acteur majeur au sein du dispositif de l'OTAN. Eh bien, merci beaucoup, Dr Miri Masri, de nous avoir éclairé donc, sur ces deux sujets importants. Le premier concernant la trêve ou les tentatives de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza et de la responsabilité, en tout cas de la position de l'autorité palestinienne dans ce contexte un peu complexe, et puis de nous avoir parlé un peu, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en Turquie. Merci, Dr Miri Masri, d'être venu aussi dans notre studio. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve avec Eliana Grunikel et sa chronique Un jour, notre histoire dans quelques secondes.